On va entendre Luc Courchel, que je vais vous présenter à l'instant, qui va nous parler de son travail de scénarisation sur une bonne partie de son extraordinaire carrière et de certains projets récents. Et en un deuxième temps, on va entendre trois créateurs qui font une œuvre dans le cadre d'un projet qui s'appelle Opéra de poche en réalité augmentée. Et donc, en deuxième temps, je les présenterai, puis on verra un petit peu leur conception de chacun de ces micro-opéra en réalité augmentée. Donc Luc Courchel, on pourrait dire qu'il n'a pas besoin de présentation, mais évidemment, je pense que comme il y a beaucoup de jeunes gens ici, ça mérite de rappeler un petit peu quelques jalons de son important travail. Donc j'aime pas beaucoup l'expression, mais dans son cas, elle est juste. C'est un pionnier des arts médiatiques au Québec, au Canada et dans le monde. Il a été des premiers à s'intéresser aux technologies interactives, puis aux technologies immersives. Et il est encore aujourd'hui un acteur très très important de cette communauté, si on peut dire, d'artistes médiatiques. Et il présentait un peu son travail à Venise l'automne dernier dans le cadre du grand congrès de la Media Art History. Donc ses premières œuvres vidéo interactives, portrait numéro 1, 1990, qui travaillait sur la rencontre de l'ordinateur et du vidéodisque, des installations immersives, la photographie panoramique et sphérique, la téléprésence, la création d'espaces virtuels partagés comme paysage numéro 1, déjà, un paysage immersif, Grand Prix de la première biennale du NTT, Intercommunication Center à Tokyo, plus une distinction pour la même œuvre dans la catégorie Interactive Art des prix Ars Electronica. C'est l'une des plus grandes associations d'art médiatique, la première d'ailleurs, association d'art médiatique. Il a travaillé sur le Panoscope, qui est un espace d'exploration 3D interactif, donc il va parler de certaines de ces choses. Et il a fait aussi beaucoup d'expériences muséographiques et patrimoniales qui utilisent les nouvelles technologies pour mettre en valeur, ou en tout cas présenter certaines importantes documentation, si on peut dire, historique. Donc, Luc Courchel a eu son baccalauréat en design au Nova Scotia College of Art and Design, qui est une des grandes écoles d'art du Canada. Il a une maîtrise aussi en études visuelles, en Visual Studies, du Massachusetts Institute of Technology. Et ensuite, il est devenu professeur à l'école de design de l'Université de Montréal. Et il a assumé la direction du département de design pendant donc 5 années. Donc, il a présenté son travail partout dans le monde, je passe là-dessus. Il y a des événements très importants où il était très présent. J'ai parlé d'ICA, Ars Electronica. Au MoMA, il a présenté un magnifique projet. Il a fait partie de la belle exposition, une exposition extraordinaire, Future Cinema au ZKM à Karlsruhe. Et puis la Biennale de Gwangju, où il a présenté aussi beaucoup de son travail. Et je dirais, en conclusion, 2 petites choses. Il a contribué avec Monique Savoie à la fondation de la Société des arts technologiques, que nous connaissons tous et toutes. Il a joué donc un rôle très important, il continue de jouer un rôle très important dans la société, et il a créé à l'intérieur de la Société des arts technologiques le symposium IX, dont une nouvelle édition se prépare. Et puis, il a été aussi le directeur et il est encore probablement directeur, du MetaLab, qui est le lab de recherche très important dans la Société des arts technologiques. Puis, je termine en disant ça, mais pour nous, ça importe moins que les œuvres d'art, mais prix Paul-Émile Bordua, en 2019, prix du gouverneur général en art visuel et médiatique, donc du gouvernement du Canada, 2021. Donc, je te cède la parole, Luc. Merci de l'invitation, Olivier. C'est toujours intéressant de me permettre de réfléchir différemment sur le travail. Parce que j'ai beaucoup d'images, mais beaucoup de choses dont je peux parler, mais à chaque fois, ça, c'est une invitation que j'ai beaucoup aimée parce que c'est rare qu'on ait invité à parler de comment on travaille, en fait. On parle souvent du résultat, mais les outils de création, Puis je suis revenu, en fait, sur certains projets en cherchant dans mes archives des traces, des scénarios, tout ça, puis j'ai trouvé des choses intéressantes que je partageais avec vous. Est-ce que ça va la voir? Oui, OK. OK, alors, ce que je disais à Olivier tout à l'heure, c'est que les idées qui m'habitent, qui me hantent, elles sont là depuis toujours. Depuis que j'ai 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Maintenant, j'en ai presque 72. Alors, c'est les mêmes quêtes, les mêmes obsessions.
les mêmes maladies, si on veut. Mais après ça, elles prennent forme, elles se formalisent différemment en fonction des outils. Donc, quand j'étais étudiant à Halifax, c'était l'art minimal et conceptuel qui m'intéressait beaucoup. Donc, mes idées étaient plutôt minimales et conceptuelles. Donc, des notes, une expression de ces quêtes-là, mais dans un médium très différent. Une des choses qui m'a vraiment... Mais j'avais même pas l'ambition d'être un artiste à l'époque. Je me disais peut-être que je serais graphiste, tu sais, pour gagner ma vie, tout ça, mais il y avait beaucoup de gens inspirants autour de moi. Michael Snow, Otis Frampton, Robert Frank, beaucoup de ces gens-là qui étaient nos professeurs, puis on disait, wow, c'est quand même incroyable la liberté que ces gens-là prennent par rapport aux médiums. Par exemple, Michael Snow, ce qu'il nous a enseigné, c'est qu'on peut prendre un médium puis il faut le déconstruire. Il a fait des films complets qui sont que des pannes et tout ça. Cette liberté-là qu'il m'a donnée, après ça, j'ai pu l'appliquer sur toutes sortes de projets. Mais une des choses qui m'a vraiment orienté, définitivement, c'est à Boston dans les années 82, 83, 84. C'était à peu près au début d'une nouvelle technologie, le vidéodisque. Et puis, j'étais plutôt proche du cinéma à ce moment-là. Je faisais de la vidéo, un artiste vidéo. Puis, tout à coup, la question que le vidéodisque nous posait, comme au niveau narratif, c'était qu'est-ce qui se passe quand on peut donner aux spectateurs la possibilité de réorienter le récit. Donc, on parlait de vidéos polylinéaires, de films... c'est ça, pas linéaire, mais tout à coup, ça s'est fixé en disant vidéo interactive. Donc, l'idée d'interaction est arrivée quand on a pu brancher la vidéo stockée sur un vidéodisque à un ordinateur et là, aller chercher sur un vidéodisque. Il y avait 54 000 images, chacune avait son adresse. Donc, on pouvait dire « amène-moi à l'image 3224 » et ça prenait une demi-seconde et là, ça, c'était magnifique. Donc, on avait un médium très puissant, mais on se demandait quoi faire avec ça. Donc, le premier projet que j'ai fait avec ça, c'était une sorte j'appelais ça hyper vidéo. Donc, l'idée, c'était de faire une sorte de scrapbook de millions d'images et dont la navigation se ferait par un spectateur en fonction de son intérêt. Alors, j'aime une image, j'aime un fil, donc en restant immobile, ça va poursuivre dans ce fil-là. Si je commence à me montrer impatient, ça va changer de direction. Autrement dit, c'était le mouvement du spectateur qui faisait que le film continuait dans un sens ou changeait de direction. Et ce que j'ai trouvé à ce moment-là, bon, c'est là que j'arrive un peu au thème de la journée, c'est que comment j'ai scénarisé la chose. Donc, disons que j'avais 54 000 images. J'ai dit, je vais classer mes images en 4 catégories. Les gens, les lieux, les idées et la lumière. Je dis, mon monde, là, si j'essaie de trouver une structure pour exprimer le monde qui m'habite, c'était ces 4 catégories. Donc, j'ai créé une structure à 4 nœuds avec des liens. Et puis, pour arriver, par exemple, changer de fil, on changeait de nœud, et là, tout à coup, ça nous amenait dans un autre fil, un autre vidéo, en fait, où j'avais toutes des images sur des genres, où, en changeant de nœud, j'arrivais sur des idées, etc. Donc, c'était juste... mon idée de scénario, c'était simplement ça. Donc, j'ai accumulé cette espèce d'orgie d'images. Je les ai classées en 4 catégories. Puis, pour naviguer d'une catégorie à l'autre, on utilisait cet outil-là. Tout à coup, mais en même temps, ce projet-là, sans l'artiste pour expliquer ce qu'il voulait faire, n'avait aucun intérêt. Autrement dit, ça a été présenté à quelques reprises, mais à chaque fois, il fallait du texte, il fallait expliquer. Les gens n'avaient pas de clé pour comprendre ce qu'ils voyaient. Alors, le défi que je me suis donné pour le prochain projet, c'était de faire une œuvre qui se tenait par elle-même, c'est-à-dire où je n'avais pas besoin, moi, d'expliquer ce que les gens allaient vivre. Et puis, l'enjeu, c'était de masquer la technologie qui était spectaculaire à l'époque. Des ordinateurs, peu de gens en avaient vu. Et puis, quand on voyait ça, c'était l'ordinateur qui était intéressant. Ce n'était pas l'œuvre qui est jouée dans l'ordinateur. Donc, je me suis dit, quelle est l'image la plus spectaculaire pour un humain? C'est un visage, et surtout un visage qui te regarde, qui te parle. Donc, je me suis dit, je vais créer un personnage interactif avec lequel on va pouvoir converser, un peu comme si on pouvait parler avec la Mona Lisa, lui poser des questions, elle nous répond. Et donc, c'était mon point de départ pour masquer la technologie. Et au même moment où je réfléchissais à ça,
le logiciel HyperCard est apparu. Et là, tout à coup, j'ai eu l'outil de scénarisation formidable. C'est-à-dire que j'avais, la beauté d'HyperCard, c'était qu'il y avait, moi, à mon niveau de non-programmeur, je pouvais écrire des dialogues, c'est-à-dire poser une question au personnage sur une carte, puis créer une autre carte où j'écrivais la réponse du personnage à cette question-là. Et donc, j'ai fini par tricoter toute une conversation ou des fils de conversation simplement dans HyperCard. Puis derrière ça, il y avait des gens comme Marc Lavallée qui programmaient que quand on clique sur une question sur une carte, on arrive sur la carte réponse. Et ce texte-là était une vidéo qui allait jouer. C'est la vidéo que j'ai enregistrée avec une comédienne qui s'appelle Paul Ducharme, donc qui allait jouer quand on arrivait sur la carte. Donc, tout ça, ça faisait un outil, un authoring system, où moi, je pouvais travailler à mon niveau, c'est-à-dire l'écriture, puis derrière, un programmeur pouvait travailler à son niveau, la programmation. Alors, ça a donné, bon, ça, je vous montre un peu le format. C'était à l'époque, on rêvait de distribuer ça, tu sais, de façon dans le marché de l'art. Donc, un disque, parce que le vidéodisque avait le format d'un disque vinyle, donc dans une pochette avec du texte puis des disquettes, parce que, évidemment, le programme était sur ces disquettes-là, en 3 langues, anglais, français, allemand. Donc, ça, c'est ce que ça a donné. Est-ce que ça joue? Oui. Donc, tout simplement, on choisit une question. Le personnage nous regarde. On a un nouveau choix de question. Allez-y toujours, ça dépend quoi. La question, c'est est-ce que je peux vous poser une question? Allez-y. Là, j'ai le choix. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Marie. Et vous? Et là, bon, j'ai 5 choix de réponse. Et puis, ma réponse va orienter la conversation dans un sens ou dans l'autre. Donc, tout simple. C'est simplement une arborescence. Et vous vous intéressez à l'art? Et mon système auteur, à ce moment-là, le marché de l'art? C'était tout simplement HyperCard qui me permettait d'écrire les dialogues et puis de faire jouer le truc. Donc, la même plateforme pour la création et la diffusion. Mais la diffusion, une des choses que je voyais, en fait, c'était de superposer l'écran de l'ordinateur avec l'image vidéo. Et puis, les cartes graphiques n'existaient pas encore pour faire de l'incrustation de texte dans l'image vidéo. Donc, j'ai pris une plaque de verre et puis j'ai caché l'écran plafond. Et ça a donné une sorte de Pepper's Ghost où on voyait à travers la vitre l'écran de l'ordinateur et puis derrière le personnage. Donc, ça effaçait la référence. À l'époque, la vidéo, c'était des grosses boîtes, les magnifiques Sony, là. Ça pesait une tonne. Et puis, donc, ça effaçait un peu la référence à la technologie, puis ça créait un engagement plus direct avec le personnage. Et ça a fonctionné, au point que j'ai pu financer quelques projets par la suite. Donc, ça, c'est la version qui a suivi, Salon des ombres. Cette fois-là, c'était encore là une interaction avec 4 personnages. Mais ce que j'ai imaginé, c'est que les personnages étaient pris captifs dans une galerie d'exposition. Et on pouvait engager la conversation avec chacun d'eux. Mais à un moment donné, quand il y avait un lien de confiance qui s'était créé entre soi et un personnage, il nous suppliait de les aider à s'échapper du musée parce qu'ils avaient été capturés par un artiste qui connaissait rien à la technologie. Et donc, bon, voilà. Alors, ça, c'est un exemple du script. On ne voit pas grand-chose ici, mais en gros, je décris le synopsis en gros. Puis ensuite, pour chacun des personnages, Paul, Alain, Jean, Gisèle et Marie, il y a des niveaux. Donc, au niveau 1, c'est du small talk. Au niveau 2, c'est peut-être que cette personne pourrait nous aider à s'échapper. Puis après ça, à partir du niveau avec des transitions à chaque fois, et puis un niveau où est-ce que la conversation de 1 à 1 entre moi et un des 4 personnages devient une conversation de groupe entre tous les visiteurs et tous les personnages. Et ça, c'était à cause de Smalltalk, qui faisait partie de la boîte à outils d'Apple, où on pouvait brancher les ordinateurs les uns sur les autres. Donc, tout à coup, il y a un ordinateur qui prenait le contrôle sur les 3 autres. Et là, on était dans un environnement plutôt social, d'une société de personnages virtuels avec une société de visiteurs. Mais ça, c'était le scénario de base.
Ensuite, mes personnages ont pris la poudre d'escampette, ils se sont échappés dans la nature. Ça, c'est un projet paysage numéro 1 qui a été tourné sur le Mont-Royal. Et ça, c'est intéressant, c'est la première intuition, c'est-à-dire qu'au lieu d'être des Pepper's Ghost dans une galerie, on était tout à coup dans un décor qui était le parc du Mont-Royal. Et ça, c'était l'idée de base, c'est-à-dire que on est dans un dispositif à 4 écrans, le nord, le sud, l'est, l'ouest. Chaque écran est une station séparée. Donc, je reprends la même mécanique interactive que l'installation précédente, sauf que cette fois-ci, je dialogue avec mettons, un personnage qui est devant moi. Et quand je réussis à le convaincre de me conduire quelque part, je m'échappe, mais là, tout le dispositif se met à bouger. Donc, c'est comme si tout à coup, on se met à bouger. Et l'idée de scénarisation de base, c'était que chaque personnage pouvait nous amener quelque part sur le Mont-Royal. Alors, il y en a un qui nous amenait sur Belvédère, une autre qui nous amenait dans la forêt, une autre qui se sauvait de nous puis qu'on essayait de rattraper, etc. Donc, ça, c'était le concept de départ. L'autre truc qui m'a beaucoup aidé, c'est que je me suis dit, l'action va se dérouler sur 24 heures, donc 6 heures de jour, 6 heures de nuit. Mais à chaque fois, je ne sais pas, une vingtaine de petites scénettes. Donc, ça commence le matin, il y a 2 personnes qui reviennent d'un party un peu éméché. On peut interagir avec eux. Quand on a fini avec eux, on avance de quelques heures. Tout à coup, il y a quelqu'un qui vient promener son chien. Il se passe des choses là. On avance de quelques heures, il est midi. Dans l'après-midi, il y a un orage. Là, tout à coup, il se passe des choses. Et à chaque fois, c'est nous qui faisons avancer l'action de quelques heures. Et comme ça, à force de faire avancer l'action, on couvre la période de 24 heures. Ça, c'est une vidéo ici qui donne une idée de... Ah, c'était activé par la voix aussi, à l'époque. Donc, on commence la nuit. On commande au soleil de se lever. Ça aussi, c'était fait avec HyperCard. Donc, une question mène sur une carte qui fait jouer une vidéo. Sauf que cette fois-ci, on a synchronisé 4 lecteurs vidéodisques, donc on peut faire passer les gens d'un écran à l'autre. Donc, c'était en 97, il n'y avait pas encore de mapping vidéo. C'était pas, mais là, c'était tout à coup une joie extraordinaire de pouvoir synchroniser ces images-là. Par contre, tourner à 4 caméras, c'était faisable, mais c'était pas évident. Donc, le prochain projet, c'était l'idée de simplifier le système de tournage pour tourner à une seule caméra. Et ça tombe au moment où les caméras HD sont apparues. Et avec une résidence au Japon, donc où j'ai eu accès aux premières caméras HD. Donc, ça a donné ce projet-là, où au lieu des 4 caméras, j'avais une caméra, mais ça reste HyperCard. C'est encore HyperCard, le logiciel d'écriture. Et c'est encore... à cette fois-ci, c'est plus le vidéodisque, par contre. Il y avait les premiers codecs de vidéo numérique HD qui ont permis de se débarrasser du lecteur vidéodisque, mais ça restait HyperCard qui contrôlait des vidéoclips, finalement. Et donc, les instructions étaient assez simples. On entre là-dedans, on baisse l'écran. Et puis, quand on est là-dedans, cette image ronde que la caméra tourne, tout à coup, nous entoure et on est à l'intérieur de l'image. Et ça revient de ma passion pour l'immersion. Quand on a goûté à l'immersion, qu'on a fait éclater le cadre du tableau, de l'écran de cinéma, c'est euphorisant. Donc, il fallait que les projets, à partir de là, soient non seulement interactifs, mais aussi immersifs. Et là, ça vous donne une idée du genre de truc. Alors, ça, c'est le scénario de tournage. C'était réalisé au Japon dans un truc qui s'appelle Yamas, la préfecture de Gifu, au Gaki City. Donc, c'est mes personnages. Et puis, c'est les scènes qu'on a tournées. On appelle ça en cinéma, comment, scène à scène, c'est ça? Oui, ici, c'est un horaire de tournage aussi en même temps. Oui. Non, c'est le moment. Donc, c'est un scène à scène. Ouais. C'est les dialogues, les situations, etc. Donc, ça correspondait à un plan et des positions dans le plan. Puis là, on se promenait, mais au lieu d'avoir une caméra qui prend, mettons, un champ de vision, on enregistrait toujours l'entièreté de la scène. Alors, voilà. Pour vous donner une idée, ça, c'est
Une fois qu'on a tourné, c'est le logiciel de toujours HyperCard, mais avec une interface un peu plus sophistiquée. Et puis, pour chacune des scènes, on disait dans quelles conditions cette scène-là va être activée. Mais ça donnait un projet où on est perdu au milieu de la campagne, on rencontre quelqu'un, on est invité à manger, on peut avoir des rencontres avec chacune des personnes, se lier d'amitié, et là, tout à coup, il y a un tremblement de terre. Si on a créé des liens avec eux, on est invité à se déplacer pour trouver un autre endroit. Sinon, on est abandonné derrière. Mais si on se déplace, on est pris dans la campagne en pleine nuit avec des chiens qui jappent. C'est terrifiant. Alors là, c'est la fin de première séquence que je dirais l'interaction analogique. Parce qu'on était toujours sur vidéodisque, on était toujours dans une sorte d'interaction très peu granulaire. La vidéo interactive, c'est qu'un segment joue, ça s'arrête, on a un choix. Donc, dans un projet comme ça, il y avait peut-être, je sais pas, peut-être une centaine ou 200 points de choix. Et tout à coup arrive la 3D temps réel. La 3D temps réel, tout à coup, j'ai réalisé que, parce que les cartes graphiques étaient plus puissantes, les ordinateurs aussi, la vidéo commençait à être plus vidéo numérique, plus mature. Puis là, tout à coup, j'ai réalisé que l'informatique, en fait, qui permettait l'interaction et maintenant l'immersion, avait été, en fait, le résultat final de l'informatique, c'est ça crée de l'espace, un espace qui était devenu habitable. Donc, comment habiter cet espace-là? C'est devenu, à partir de 2001 jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est devenu l'enjeu pour moi. C'est l'espace habitable de l'informatique. Comment on l'habite? Qu'est-ce qu'on crée comme monde? Puis là, on n'est plus dans la représentation. On est vraiment dans une expérience d'une réalité un peu différente de celle dans laquelle on se lève le matin, mais qui est quand même dans lequel notre sensorium existe. On a un corps, on a des yeux, on peut toucher, on peut sentir les choses. Donc, comment on construit ce monde-là? Puis là, je me suis dit, c'est vraiment, on passe de graphiste à architecte ou on passe de cinéaste à architecte. Tu sais, il y avait comme un changement de paradigme important. Puis là, moi, j'ai toujours été très inspiré par Yves Klein, surtout... il s'est dit, vous connaissez l'anecdote que Klein et César ont partagé le monde en deux. César a dit, moi, je vais prendre le vide. Puis Klein a dit, non. César a dit, je prends le plein. Puis Klein a dit, je prends le vide. Alors, si je suis un artiste du vide, je vais y aller. Il se jette dans le vide, dans son fameux journal du dimanche de 1960. Donc, il se jette dans le vide parce que c'est l'espace. Mais le 20e siècle... en art, en tout cas, il y a vraiment un siècle où on apprivoise l'espace. Avant que l'informatique devienne spatiale, les artistes ont apprivoisé l'espace. Donc, je me suis jeté dans le vide et ça a donné, mon dispositif panoscopique qui était très petit, où je pouvais avoir une seule personne, est devenu plus grand. Et puis, et là, au lieu d'avoir une interaction très peu granulaire, là, tout à coup, ça devenait beaucoup plus granulaire parce que je pouvais, à chaque... Mettons, il y a 60 images secondes, ou peut-être 60 images secondes. On va dire qu'à chacune, un 60e seconde, on peut changer de direction. Donc, moi, avec mon système monocanal, je pouvais faire ça. Donc, j'ai commencé par faire une grille de repérage. Puis là, le projet TU, c'était l'idée de faire l'expérience d'un monde à multi-échelle. Donc, à l'époque, à l'échelle très granulaire, on est dans une sorte d'archive d'images. En prenant du recul, les images deviennent des nuages. En prenant du recul, ces nuages-là deviennent une texture qui est mappée sur une sphère, puis à une échelle encore plus grande, cette sphère devient une planète dans un système quelconque. Alors, c'était ça mon scénario. Puis autour de ça, donc, j'ai pas de trace de l'écriture de ça, mais c'était plus une idée. C'est assez facile, en fait, à développer. Il s'agissait simplement de créer un monde avec différents niveaux desquels on peut prendre du recul, s'extraire pour voir les choses différemment. Mais le vrai projet mature qui a exploité cette chose-là, c'est en 2010, un projet pour la Banque de Montréal à Toronto, au 68e étage. Vous vous souvenez le saut d'Yves Klein dans le vide? Le 68e étage, ça fait un peu haut pour sauter dans le vide, mais je dis c'était 50 ans après le saut dans le vide. Donc, on va créer une expérience où, quand on entre dans un panoscope, ce dispositif immersif, on revoit exactement le lieu où on était. Donc, vous voyez l'espèce de cible au sol.
c'est une cible où l'espace virtuel du 68e étage est mappé et match parfaitement l'espace physique du 28e étage. Donc, la collection qu'on a vue d'œuvres d'art, on la revoit à l'intérieur. Donc, de l'intérieur, on peut s'en détacher pour aller soit vers l'extérieur, se jeter par la fenêtre comme Yves Klein, donc visiter la ville de Toronto, voler dans la ville, ou aller vers l'intérieur et là, revoir la collection. Mais cette fois-là, les œuvres, on peut passer à travers. Donc, autrement dit, au lieu de voir seulement l'œuvre comme une surface, on passe à travers l'œuvre et puis on peut on entre dans l'imaginaire de l'artiste qui a créé l'œuvre. Autrement dit, l'œuvre comme outil de médiation à travers lequel on passe pour entrer dans l'univers de l'artiste. Donc, il y avait des centaines d'œuvres, on n'a pas fait ça pour toutes les œuvres, mais au moins, c'est juste pour suggérer l'idée. Par exemple, en passant devant cette œuvre-là, on entre dans un univers sonore de Patterson Ewan, et puis on pourrait en sortir puis rentrer par un autre portail, chaque œuvre étant un portail vers un imaginaire d'artiste. Donc, encore là, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas un truc comme ça, mais c'est juste comme la vie. C'est comme si cette idée d'espace informatique qui est collée sur l'espace physique nous donnait tout à coup des moyens qu'on n'a pas. Puis moi, comme ancien muséographe, en fait, bon, ça, c'est quand on se jette par la fenêtre. On a modélisé la ville de Toronto et on peut vraiment voler à travers la ville, descendre au ras des pâquerettes et puis se promener. Il y avait une autre dimension aussi, en passant dans la tête de l'artiste, on se retrouve dans une archive qui reprend un peu l'idée du projet précédent d'une archive d'images dans laquelle on peut se promener. Voilà. Là, j'arrive brièvement à mon ancienne vie de muséographe. Muséographe, c'est designer d'exposition. Ça, c'est un projet que j'ai fait en 1982. Le parc historique Louis-Saint-Laurent à Compton, dans les cantons d'Est, qui est encore exactement comme il était à l'époque, si vous le connaissez. D'ailleurs, il paraît qu'il le protège. Maintenant, l'expo qu'on a fait est devenu un monument historique. Là, ils l'ont renouvelé plusieurs fois au niveau de la technologie. Mais l'idée, c'était qu'on entre dans un entrepôt et que, à première vue, dans le noir, là, c'est un paquet de barils clous, de vieux trucs, dans l'entrepôt d'un magasin général, en fait. Mais que tout à coup, on s'assoit et là, il y a un son et lumière avec des éclairages qui nous racontent l'histoire de ce premier ministre du Canada, Louis Saint-Laurent. Donc, je vous dis ça parce que c'est vraiment une passion pour moi, la mise en exposition. Quel luxe! On a un espace physique, on a des assets qui sont des œuvres, on les place dans l'espace, on les éclaire. Puis après ça, on invite les gens à faire un parcours linéaire ou polylinéaire ou tout ça, à leur rythme. Et ce parcours-là devient le film, devient l'histoire qu'on raconte. Alors, quand j'ai découvert le casque de réalité virtuelle, j'ai vu là l'occasion de me projeter dans un espace infini dans toutes les directions, puis de retrouver mon plaisir de faire de l'exposition. Donc, la même idée qu'on a vue dans Où êtes-vous? T'es où? D'une archive vidéo. Là, je l'ai repris là. Mais cette fois-là, c'est pas moi qui a placé chaque objet à une place définie. Dans ce truc-là, j'ai des milliers d'objets qui sont placés par des algorithmes. Et puis, je vais vous montrer le petit film. Il y a plusieurs façons de réorganiser les objets en fonction et je pense que ça, c'est le film. Ouais. En fonction de différentes idées. Une des choses qui était au départ, c'était on va classer les objets par ordre chronologique. Donc, les plus anciens, un bout, les plus récents, ce bout ici. Puis, à un moment donné, un programmeur m'a dit « Ah, ben, on pourrait placer ça différemment. » Puis, c'était formidable. Je vous laisse peut-être écouter ça. Ce que ça dit, en gros, c'est qu'on passe beaucoup de temps devant nos écrans d'ordinateur. Pourquoi pas entrer et voir ça de l'intérieur? Inspiring, engaging. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un monde soit inspirant, engageant?
Flânerie. Donc, l'idée, That relaxed c'était qu'est-ce qu'on doit faire pour curiosity qu'on soit bien quelque part, qu'on puisse flâner comme dans une ville. Là, j'énumère quelques règles pour faire ça. Mais vous allez voir tout à l'heure que la façon dont les choses sont placées peuvent changer. Je vais laisser peut-être secourir si on a un peu de temps. 2-3 minutes. OK, oui, c'est bon, j'arrive à... Rich in subjects and points of views, on the sense we humans make of it. Est-ce que je peux avancer? Rich in the connections with ourselves and Oui, others. je vais avancer un peu ici. Alors, vous allez voir. This instance of a word for flânerie is constructed from a collection of my things, photos, videos, sounds, textes, 3D J'ai fait ce commentaire parce que c'était présenté dans une galerie d'art assez traditionnelle et je voulais que les gens qui n'ont jamais essayé ça puissent avoir un genre de point de vue. Alors ça, c'est les 3 modes d'organisation. Ephemeral ontologies. Alors là, tout à coup, je choisis un autre mode d'organisation et tout bouge. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est impossible dans la vraie vie, je veux dire, dans un musée. Hein, une fois qu'on a placé l'œuvre d'art là, qu'on a éclairé, ça ne bouge plus. Mais là, tout à coup, ça devient possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette chose-là? Alors, ça, c'est ontologie éphémère, c'est l'idée qu'on peut créer des espaces parcourables de contemplation, de flânerie. C'est la façon dont je nomme chaque fichier pour que ce soit possible. J'ai comme un genre de framework dans Unity, c'est le logiciel que j'utilise. Puis Unity, un peu comme HyperCard, me permet de travailler à mon niveau, simplement en mettant des fichiers dans des dossiers. Et ces fichiers-là vont simplement aller se placer à l'endroit où j'ai, dans la façon de les nommer. Donc ça, c'est un exemple d'un scénario où on entre à un certain point dans le monde et ensuite on peut en sortir vers des mondes alternatifs. Là, je vous parle, peut-être pour conclure, du projet que je suis en train de faire actuellement. Le projet n'est pas terminé. C'est mes espèces d'exploration sur la façon de construire l'idée. J'ai été invité comme artiste en résidence à Vienne en 2021. J'ai passé un mois là-bas. Je n'avais pas d'obligation de faire de projet, mais je me suis dit, genre, je vais quand même essayer de jeter les bases d'un projet éventuel. Donc, j'ai fait beaucoup de photos, de la photo classique, de la vidéo, de la photo sphérique, beaucoup d'enregistrements, d'entrevues. Je suis allé partout dans les cimetières, dans la ville. Je suis revenu avec des milliers d'images. Et puis, ça m'a pris 1 an ou 2 avant de commencer à avoir une idée sur comment structurer la chose. Et le petit dessin que vous voyez là, en haut à droite, c'est tout à coup, c'est l'idée qu'on est à Vienne. Donc, il faut quelque part trouver une familiarité de la ville. Et j'ai commencé à tracer le plan de ce que je me souvenais de la ville, donc le Danube, le canal du Danube, les différents lieux que j'ai visités, les villes autour, parce qu'il y a Budapest, il y a Venise, tout ça. Donc, c'est la capitale d'un ancien empire, donc c'est une sorte de ville d'Europe centrale. Puis ensuite, dans le parcours, l'expérience, c'est que j'arrive à Vienne, mais il y a comme 3 niveaux. Le premier niveau, c'est Vienne, comme on la verrait aujourd'hui en tant que touriste, c'est-à-dire les cafés, les parcs, les cimetières, les monuments, tout ça. Mais il y a des portails qui nous amènent dans un autre niveau où là, tout à coup, on a rencontré quelqu'un, on est dans un niveau plus d'intimité. Je commence avec les gens que moi j'ai rencontrés, mais très vite, je vais vers des personnages historiques qui ont fait de Vienne la capitale de la modernité au début du 20e siècle. Il y avait dans la même ville, en même temps, il y avait Freud, il y avait Klimt, il y avait Loos, il y avait Wittgenstein. C'est inouï ce qu'il y avait dans cette ville-là au début du siècle. Donc, tout à coup, on est là. Puis, ça m'amène à un autre portail qui arrive. C'est quoi? Tous ces gens-là sont morts, les cimetières en sont pleins. C'est quoi la vie? C'est quoi le sens de la vie? Donc, le projet commence par... On est à Vienne. Si on est à Vienne, on est une genre d'espion, parce que Vienne, c'est une ville d'espions, c'est bien connu. Donc, mais on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas pour qui on travaille, mais on a une méthode. On observe, on prend des notes, on essaie de découvrir des choses. Et à force de chercher, on franchit 3 niveaux. Puis à la fin, on découvre le secret de la vie. Alors, ça, c'est la phrase qui est dans l'espace d'exposition. Écrivez votre propre épitaphe, dans le sens que... Et puis là, je suis tombé récemment sur toute la tension entre
Eros et Thanatos là, que Freud a beaucoup développé avec une femme qui s'appelait Sabina Spielmann. Et puis c'est ça, c'est comme ça que je termine. Là, c'est-à-dire que la vie n'a pas de sens. En fait, on vit. La vie est une sorte de détour pour partir de la mort, retourner à la mort. Et donc, la vie sert à personnaliser sa mort. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est mon outil de composition actuellement. Merci beaucoup, Luc. Donc, on va passer directement, je pense, à la période de questions, puisqu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et puis, je serais intéressé à t'entendre après sur la question du rapport. Donc, on a vu des bouts de ton scénario, mais la question de la cartographie, la spatialisation devient centrale. Mais il y a toujours la question de la narrativité qui traverse tout ça, mais sur un mode mineur, plus fragmentaire, plus ouvert. Oui, tu peux. C'est où ça? C'est quoi ici? En plein centre, Luc, centre du panoscope. Alors, je vais répondre brièvement à ta question. Là, j'ai un problème. Mon projet ne marche pas. Je l'ai présenté à différentes personnes, puis les gens ne comprennent pas. Donc, ça me prend un narratif. Puis, la solution évidente que j'ai trouvée, c'est d'avoir un guide. Que ce soit une visite guidée, mais une visite guidée de laquelle on peut s'échapper. Parce que souvent, les solutions de nos problèmes dans les espaces virtuels. Moi, j'ai l'impression qu'il est pas assez fort. Tu es assis sur un micro, Olivier. Tu es assis sur un micro. La solution à nos problèmes dans les espaces virtuels, elle se trouve dans les espaces physiques, au fond. Quand tu arrives dans un musée, il y a un espace où tu ne comprends pas, tu cherches quelqu'un qui va te montrer le chemin. Donc, il y aura quelqu'un qui va nous guider, nous amener. Puis, mais on peut à tout moment lui dire bye et puis partir si on se sent à l'aise de partir de son côté. Donc à partir d'une carte, parce que tu pars d'une ville, de la cartographie d'une ville, qui est comme, c'est la forme de base de ton travail, c'est-à-dire qu'il y a une interface qui est une interface à une banque de données, de documents qui sont historiques, des portraits, des paysages et tout ça. Et puis le récit est une des interfaces possibles vis-à-vis de cette base de données d'une certaine manière, mais c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire dans le fond. Ouais. Mais là, c'est ça. Alors, il y a un petit aspect jouable à ça. On commence dans le clocher de la cathédrale Saint-Stéphane qui est au centre de la ville. Puis, on a 3 minutes pour trouver un portail. Si on n'a pas trouvé de portail, on est ramené là. Donc, il y a un petit côté jouable là-dedans. Je vous laisse poser des questions au public. Ben, moi, je veux juste vous dire merci. C'est absolument extraordinaire. C'est incroyable. Ça contient toutes les transformations technologiques, mais de l'immersion, réalité virtuelle, les DVD interactifs. Et même la réalité augmentée avec ta banque de données au milieu, on voit l'espace réel autour. Ouais, merci. Puis dans une autre vie, j'ai vu Portrait One. Et j'avais beaucoup aimé ça. Moi aussi, j'ai vu ça. T'as vu ça où? Cinémathèque. Oui, c'est vrai, oui. Je sais pas, mais je me souviens de Paul qui me regarde. En tout cas, merci. J'ai plein de choses à vous dire, mais je vais me calmer. Merci. On pourra se parler après, si tu veux. Bonjour. Je vais dire que je suis bien impressionné par votre parcours. Vous avez toujours été à l'avant-garde des technologies, puis de toujours trouver le bon canevas pour vos créations, en fait. Et puis, je voulais savoir, actuellement, il y a une grosse poussée avec l'IA génératif. Qu'est-ce que vous en pensez de l'IA génératif et est-ce que c'est un terrain de jeu qui vous plaît ou qui vous attire? Absolument. Absolument. J'ai besoin d'un peu d'aide parce que ça peut être compliqué. En fait, mais je trouve ça formidable. Premièrement, parce que dans toutes les photos que j'ai faites, il y a mon gros pouce. Fait que déjà, je peux enlever le pouce, donc me faire disparaître, ça c'est déjà bien. Après ça, je rêve. Là, actuellement, j'ai 3 algorithmes pour réorganiser l'espace. J'en ai un séquentiel, radial et puis aléatoire. Je me dis, ça serait intéressant d'avoir quelque chose de beaucoup plus sensible à la présence des visiteurs, comme par exemple un système qui écoute, qui prend des mots-clés, et qui, en fonction des mots-clés, va dire « Ah, OK, cette personne-là aime le rouge » ou « Cette personne-là est curieuse de telle chose ». Et donc, je vais réorganiser l'information en fonction de ça. Donc, le monde pourrait être plus sensible
l'architecture de l'espace est plus sensible à l'usage qu'on en fait. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est pas l'IA générative, c'est l'IA qui peut personnaliser davantage. Donc c'est l'interactivité plus. D'ailleurs, je suis allé à l'époque ChatGPT, avant la conférence de Venise, justement, parce que tout le monde parlait de l'IA. Si tu ne parles pas d'IA aujourd'hui, t'es out. Mais j'ai demandé, j'ai expliqué le projet de Vienne. J'ai dit que je cherchais une façon de créer des architectures algorithmiques. Et puis, ils m'ont proposé différentes avenues. J'ai dit, OK, celle-là m'intéresse. Écris-moi, parce que Unity, c'est en C++, le code. Mais moi, je ne programme pas en C++. Je dis, sors-moi le code pour faire ça. Il m'a sorti du code. ChatGPT t'a sorti le code. Il m'a sorti le code que je pouvais copier et coller dans Unity pour créer un nouvel algorithme de un excellent codeur, il paraît, ChatGPT, et notamment pour déboguer les codages. Donc oui, c'est absolument intéressant. Puis, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. C'est-à-dire qu'il faut... ce qui ne m'inquiète pas dans l'intelligence artificielle, c'est que c'est comme un perroquet. Ça reproduit tout le génie et la stupidité humaine, mais ça ne va pas aller au-delà de ça, pour l'instant. Puis donc, ça nous challenge à aller ailleurs. Tu sais. Puis il y en a un que j'aime beaucoup sa réflexion, Lev Manovich, qui est un des théoriciens importants des nouveaux médias, qui dit, lui, il a pris ça à bras-le-corps, puis il a une approche très intéressante, très critique, mais en même temps très constructive par rapport à l'IA. Lev Manovich. Merci beaucoup, présentation magnifique, merci vraiment. Je me demandais, peut-être au niveau du développement des très nombreuses technologies que vous avez aidé à développer, à chaque fois vous avez probablement travaillé aussi en équipe, et je me demandais si vous aviez envie de nous raconter un peu comment on passe en écriture sur des projets aussi différents, donc probablement avec des collaborateurs techniques spécifiques différents à chaque fois. C'est long, pas sur toute la carrière. Tu connais la théorie du poisson rouge, plus le bol est grand, plus le poisson est gros. Alors, j'ai eu un assez gros bol, premièrement de l'Université de Montréal, qui m'a toléré pendant presque 30 ans. Profitez de toi. Je veux dire, j'avais toujours des locaux pour entreposer mon stock ou monter des petits trucs, mais souvent, il fallait déménager, mais quand même. Puis ensuite, la SAT, c'est l'idée de Monique de faire un genre de local où est-ce qu'on pourrait se rencontrer, puis qui est devenu beaucoup plus important. Ça aussi, ça m'a aidé. Puis autour de l'université et la SAT, il y a toujours des jeunes pleins de talent qui étaient curieux. Puis donc, c'est vraiment du travail d'équipe. Moi, j'avais toujours l'idée, mais il y avait toujours des gens qui s'intéressaient à l'idée. Puis donc, Sylvain en sait quelque chose, on a fait des projets ensemble aussi. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup au cinéma dans le sens que c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que chacun joue son rôle, mais sans l'apport de chacun, il n'y a pas de projet. Mais c'est quand même des équipes dont le nombre est limité pour que le travail se fasse. Surtout budget limité, mais normes limitées aussi. Puis là, mon drame actuellement, c'est que j'ai plus de... Je suis dans mon sous-sol. Oui, pour le financement, tu veux dire? Oui, c'est-à-dire que là, Benoît et Yann m'ont invité un peu à fréquenter leur labo, Mimesis à l'UQAC. Ça, c'est bien. De temps en temps, je me trouve des amis qui m'invitent, comme le simple fait d'être ici, grâce à toi, ça me stimule beaucoup. Là. Mais c'est ça, la beauté de... En fait, il faut un milieu. Oui. Puis si on ne l'a pas, on ne peut pas faire tout ça. Et puisque vous avez évoqué le sous-sol, comment ça va avec l'archivage? Écoute, le problème de quelqu'un qui a à mon âge qui ne veut pas laisser mes enfants avec un énorme problème, c'est de vider mes entrepôts puis de donner mes choses. Tu virtualises tout ça, Luc? Oui, c'est l'arche de Noé. À un moment donné, j'ai dit le panoscope, c'est un arche de Noé. Tout ce qui n'est pas rentré là-dedans va périr. Et puis... Il faut transcoder l'archive pour pas qu'elle disparaisse, évidemment. Mais tu vois, c'est un médium cruel parce que moi, pendant que je suis là, je peux toujours essayer, quoique je suis moins capable que je l'étais là, mais d'upgrader, d'upscaler. Mais c'est à refaire constamment. Et un jour, il n'y aura plus personne qui va vouloir faire ça. Donc, ça reste... Donc, la documentation photographique
Les textes, ça, c'est durable. Le reste ne l'est pas. On est dans l'art de l'éphémère, mais c'est peut-être pas plus mal, finalement. Monsieur? Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question concernant votre nouveau projet, en fait. Vous avez parlé beaucoup de la mort, des cimetières, tout ça, puis je me demandais si vous pensiez intégrer comme des fantômes, c'était quoi la place que vous alliez leur donner, si jamais c'était le cas? Mais il y a plein de fantômes. Ben, c'est ça, je pensais. Dans la Vienne physique, c'est une ville qui est très chargée. C'est la ville d'Hitler, c'est la ville c'est en fait des plus grands génies, puis des monstres aussi. Puis dans la ville, ça se sent dans la ville même, dans les châteaux, dans les rues. Il y a des gens qui... J'ai un ami qui est débarqué à Vienne, puis il est reparti tout de suite. Il a dit « J'aime pas le karma de cette ville. » Oppressant. Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de fantômes. Il y en a aussi en moi. J'ai des gens dans ma vie qui sont morts, qui m'habitent. Je comprends, mais comment, mettons, vous faites en sorte que ça se traduise dans... Là, je sais que c'est encore un Avec les concept, personnages? mais je sais pas comment, ce niveau-là de fantôme, comment vous Il pensez n'y a, faire... pas de personnage ressentir aussi par, conversationnel que dans mes autres projets. Là. Portrait numéro 1, tu as une personne, tu lui poses des questions, elle te répond. Mais là c'est plus des présences. Donc, on pourrait dire que les voix qu'on entend sont un peu des émanations de présence, soit qui étaient là au moment de... Quand tu es au premier niveau, c'est Vienne, novembre 2021. Donc, tout ce que tu entends là, c'est documentaire, en fait. Mais quand tu passes à travers le premier portail, l'autre niveau, c'est un peu plus atmosphérique. Il y a encore des voix, mais c'est moins... c'est plus historique aussi. C'est plus... Oui, mémorial. Puis ça devient rapidement historique. C'est bien. Donc, il n'y a pas de fantôme au sens de personnage représenté. Non, je sais, mais il y en a quand même dans le ressenti. Mais en tout cas, on pourrait en parler longtemps, mais je veux dire, je me demandais comment ça mais vous avez répondu à la question. Fait que, donc, c'est par les voix, mais comment vous allez faire ressentir comme ça par les spectateurs? C'est pas ça, c'est les voix. Les voix, ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un magnifique projet. Et donc, il faut que tu le réalises. On l'attend avec impatience. Oui. C'est vrai. Mais merci beaucoup à Luc. Il reste là. Donc, pour la deuxième partie de cette table ronde, j'aimerais vous parler d'un projet qui s'est développé à l'Université de Montréal, qui s'est développé dans le cadre d'un séminaire interdisciplinaire à l'initiative d'Anna Sokolovitch, qui est compositrice et professeure à la faculté de musique de l'Université de Montréal, et de Zoé Cochrane, très important dans ce projet, avec la participation de Marie-Joseph Vallée, qui est une professeure en faculté d'aménagement, là où Luc a enseigné longtemps, Sarah Bill, de l'École de danse contemporaine de Montréal, Diane Pavlovitch et Andrea Romaldi de l'École nationale de théâtre, Jean-Michel Lavoie de la faculté de musique, et de moi-même, département d'histoire de l'art et de cinéma de l'Université de Montréal, avec la participation de l'Opéra de Montréal, de Normal Studio, d'Inédit, mais c'est comme ça aujourd'hui, et puis dans la deuxième phase du projet, avec la participation de Wapikoni Mobile et de Musique Nomade, et puis avec la supervision technique de Joël Lehmann, Pierre-Henri Baralis et Clémentine Brochet. Donc, avec le CRSH, Fonds Nouvelles Frontières, tout ça. Donc, le double objectif de ce projet, donc un séminaire, ça fait 2 ans qu'on est là-dessus, la deuxième année se termine. L'objectif, c'est un objectif qui nous a été un peu confié d'une certaine manière, comme un défi, lancé comme un défi par l'Opéra de Montréal. Donc, l'objectif, c'était de décomposer la grande scène de l'opéra pour l'ouvrir à la fois à une nouvelle communauté de créateurs, mais aussi à de nouveaux publics. Et le projet, c'était de créer des micro-opéras en réalité mixte, réalité augmentée, réalité virtuelle, pour l'espace domestique, et non pas pour la grande scène, la salle de théâtre de l'opéra. Et chemin faisant, l'une des questions qui s'est posée à nous, c'est comment lier la recherche-création et le développement, la recherche et le développement technologique. Donc c'était quand même un grand défi. Et ce qu'il a fallu faire, ce que ça nous a appris, puis on n'a pas sorti du bois évidemment, mettre en question la division du travail qui prévalait dans ces différents arts, cinéma, art médiatique, opéra, tout ça, une division du travail qui, dans certaines de ces disciplines, est absolument arrêtée. On passe d'un groupe de métiers à un autre selon les protocoles, un pipeline. J'aime bien la manière dont Benoît prononce pipeline, le pipeline. Tu as raison, on francise le terme. Donc, pour mettre en question la division du travail, puis les modes de production traditionnels, et pour donc trouver un processus de co-création qui
travaille avec boucles de rétroaction constamment quand on passe d'un moment pré-prod, prod, etc. Donc, il y a trois de ces créateurs qui sont ici pour présenter leur projet dans le cadre de ce grand projet. Donc, j'inviterai, je ne sais pas qui, Shélanie, tu veux commencer, si tu veux. Elle va nous présenter un petit peu son projet. Je vais vous la présenter pendant qu'elle s'installe. Réalisatrice, artiste visuelle, Shélanie a créé des films de ciné-danse, de réalité virtuelle et de fiction. Elle réalise actuellement Underwater, une ciné-danse subaquatique en réalité virtuelle, chorégraphiée par Caroline Laurent-Bocage. Un court-métrage de danse sur le mouvement de la manifestation, l'œuvre VR d'animation L'Enfant perdu sur les enjeux du TDAH chez les enfants, co-scénarisé avec Justine Ruth-Chiara. Justice, pardon, désolé. Et parallèlement à sa pratique, Shélanie est inscrite au doctorat en recherche-création à l'Université Concordia. Donc, je te laisse. Oui. Que vous m'entendez bien? Oui, OK. Donc, c'est une présentation vraiment très, très rapide. On avait 5 à 10 minutes. Donc, c'est surtout, je vais surtout vous montrer les outils qu'on a développés puis notre manière de travailler pour réaliser ce projet-là. Donc, l'opéra s'appelle Une maison dans la main. C'est un opéra que je co-réalise avec Clémentine Brochet. Et donc, qui se déroule en fait dans l'univers d'une maquette, une petite maison qui apparaît chez le spectateur et dans laquelle se déroule l'opéra. Le narratif de l'opéra, donc, c'est l'histoire en fait d'un père qui ne veut pas quitter sa maison, mais qui est sujette à des inondations, et donc sa fille qui vient le rencontrer pour l'inciter à quitter les lieux. Donc, c'est vraiment une histoire qui se déroule sur la relation entre le père et sa fille. Donc, c'est un travail qui a été hyper riche en co-création, en collaboration. Je pense qu'on a tous beaucoup appris dans le processus. Comme le disait Olivier, donc c'est un processus qui n'a pas du tout été linéaire, mais qui a été fait de nombreux allers-retours entre les différentes disciplines. Puis, on a entamé le projet en essayant de construire notre univers commun, donc ayant tous des parcours différents. C'était important pour nous d'établir notre langage visuel, narratif commun. Donc, avec le librettiste, la compositrice, les scénographes et les deux réalisatrices, on a vraiment trouvé le narratif finalement qu'on allait creuser, puis dans quelle forme visuelle. Puis rapidement, on a aussi intégré tout ce qui était les enjeux de la réalité augmentée pour pouvoir aussi créer une histoire qui serait... qui prendrait finalement les caractéristiques spécifiques là, de la technologie dans l'écriture. Donc, pour réaliser la mise en scène, mais un des enjeux qu'on avait, c'est que Clémentine et moi ne lisons pas la musique, et là, on travaillait sur un opéra. Donc, la compositrice a gentiment développé un outil pour nous. Donc, elle nous a... Là, je ne l'ai pas mis en vidéo, mais en fait, ça, c'est une vidéo qui nous permet, avec une ligne qui passe dans le temps, de suivre la musique. Puis ça nous a permis, lors d'un premier prototype, de pouvoir guider des comédiens qui allaient s'inscrire dans le projet à des moments très, très précis de la musique. Puis pour pouvoir le faire de manière assez spontanée, puis pouvoir être réactive, on avait augmenté finalement cette vidéo-là de certaines images ou de mots-clés pour pouvoir guider les interprètes. Ça, c'est un exemple de storyboard qu'on a développé pour le premier prototype. Donc, selon les projets, les storyboards sont toujours adaptés en fonction des besoins. Ici, pour nous, comme le projet se passe où l'eau monte, en fait, puis atteint différents niveaux de la maison, vous voyez à gauche où on a détaillé finalement chaque niveau de la maison, comme une plantation où on a mis en scène chaque activité qui se passait, puis... on décrit finalement chaque scène avec une description très sommaire. Là, j'ai l'impression que je vais déborder, fait que je vais aller un peu plus vite. En fait, l'important pour nous dans la création de ces outils, ces storyboards-là, c'est aussi de permettre aux interprètes de pouvoir se projeter dans l'univers dans lequel ils vont travailler. Parce que c'est de la capture volumétrique, puis que c'est un univers très dématérialisé. Là, vous voyez un exemple de la vue qu'on avait, mais donc les interprètes travaillent avec rien autour d'eux. Et nous, on a fait le choix, pour avoir une meilleure qualité d'image, de travailler avec les deux interprètes de manière séparée, de les capter de manière séparée. Donc, en plus, il y avait ce défi-là de finalement interagir avec de l'invisible. Donc, le fait de créer un univers visuel assez riche
puis d'avoir des références, des images de référence, ça permettait aux chanteurs, aux interprètes là, de pouvoir un peu mieux se projeter. Ça, c'est un autre exemple de storyboard. Donc, moi, j'utilise souvent Photoshop ou aussi Procreate, qui est une application qu'on peut utiliser sur tablette là, pour pouvoir dessiner. Puis, de temps en temps, je me simplifie la vie aussi en faisant une forme de collage, là, où je remodifie aussi des images. Donc, je travaille de manière un peu mixte. Puis, comme on utilise les storyboards au tournage pour pouvoir nous guider, là, vous voyez la plantation avec vraiment un découpage très précis des mouvements des interprètes. Puis, ça, c'est notre image. Donc, quand c'était nécessaire, on intégrait directement dans ce document-là la mesure de la partition avec certaines paroles ou certains mots-clés. Puis donc, justement, ça, c'était vraiment utile pour que les interprètes sachent, OK, à tel moment, bon, ben je regarde le personnage qui va être situé à tel endroit. Donc, les sphères représentent vraiment l'espace de captation pour les interprètes. Puis, quand c'était nécessaire, ben là, il y a des détails qui étaient ajoutés, par exemple, le niveau de l'eau, pour que l'interprète puisse, parce qu'on n'avait pas d'eau dans le studio, évidemment, puisse interagir aussi physiquement, là, avoir en tête qu'il y a un impact sur le travail corporel aussi. Ensuite, pour pouvoir développer l'environnement 3D, on a aussi plusieurs outils qui ont été utilisés. Donc, la scénographe a développé la maquette de la maison à partir de AutoCAD et SketchUp. Donc, elle a dessiné dans AutoCAD, puis elle pouvait visionner le tout dans SketchUp. Puis, on a énormément travaillé avec Miro du début, dans tout le processus du projet. C'est vraiment un outil merveilleux pour collaborer. Donc là, c'est un exemple d'image d'un tableau de Miro où on a des images qui sont des images un peu style moodboard, mais ça nous permettait aussi d'ajouter des vrais moodboards PDF qu'on avait fait dans d'autres logiciels directement dans le Miro, donc ils sont toujours accessibles. Ça nous permet de garder une trace de toutes les étapes aussi qu'on a fait, puis d'annoter directement. Donc, on s'était fait un code de couleur où chaque intervenant a son post-it de couleur, puis on sait que c'est un commentaire de telle ou telle personne. Par exemple, Abdel avait modélisé à partir de moodboard la maison, donc de cet environnement-là. Puis nous, on pouvait, ben, même que vous voyez en haut, oui, à votre gauche. En haut à gauche, ben, on a même fait des captures d'écran des fois de certains messages, d'échanges de messages, juste pour en avoir une trace, puis de regrouper là, tout ce qui concerne un même environnement visuel. On a aussi, c'est encore toujours dans Miro, pour les personnages, on essaie de trouver une esthétique qui soit pas hyper réaliste, mais qui soit plus de l'ordre du dessin, de l'animation. Puis donc, on a fait beaucoup de recherches de textures dans Unity. Donc, on a... ben, là, vous voyez, en fait, Miro nous a permis de garder justement la trace de toutes ces recherches-là, parce qu'à un moment, des fois, c'était beaucoup d'étapes, donc on peut oublier certaines étapes qu'on a faites pour pas, tourner en rond, mais aussi pour se dire, ben visuellement, finalement, cet aspect-là m'intéressait plus. Puis, pour travailler les textures, j'ai utilisé Photoshop pour créer des patterns qui sont seamless, là, donc qui vont pouvoir être répétés sans qu'on sente le pattern. Donc, ça, c'est... bon, ça, c'est les costumes, je vais passer parce que c'est ça. Donc, pour l'intégration, puis pour pouvoir créer l'animation, on a aussi développé des outils afin que la personne qui allait faire l'intégration puisse bien se retrouver. Donc, par scène, on a décortiqué puis épluché tous les éléments 3D qui allaient devoir être créés puis qui allaient s'intégrer à la scène. Puis ensuite, on décrivait aussi l'animation de chacun de ces éléments-là. Puis au besoin, ben, on allait donner des références visuelles d'images pour comme préciser nos intentions, puis situé aussi là, dans le récit. Et pour finir, donc, on a créé une ligne du temps qui est dans Miro. Donc là, c'est petit et ça a l'air, c'est très chargé, mais finalement, ça permet, c'est super important pour faire un travail de précision pour ensuite pouvoir intégrer dans tous les éléments, en fait, donc chronologiquement.
Donc, chaque élément a comme sa couleur, puis on a pu ajouter une description à chaque fois, donc sur la manière dont ces éléments-là vont apparaître. Par exemple, l'eau fait partie de l'œuvre, comment cette eau-là apparaît, à quel moment dans la musique, à quel moment l'eau s'en va. Ensuite, les captures volumétriques, donc on a fait, nous, plusieurs captures différentes. Puis, là, c'est une version simplifiée. Par moment, c'était très dense, fait que cet outil-là est vraiment important pour être précis, mais aussi pour souvent, même pour nous, pour voir ce qui ne fonctionne pas, en fait, dans le narratif ou ce qui devient trop chargé, tout ça, ça nous permet d'avoir une représentation visuelle. Je ne vais pas prendre plus de temps, parce qu'il y a d'autres présentations. Stéphane s'installe. Alors Stéphane Neptune, concepteur, créateur et artiste inou en effets spéciaux, en jeux vidéo et en projets médiatiques. Il est aussi enseignant. Il a été formé, entre autres, chez Cyclone à Québec et un petit peu au Centre NAD, donc a-t-il confirmé. Il a travaillé sur divers projets pour différents studios d'effets spéciaux et de jeux à Montréal et ailleurs, notamment Ubisoft, Lucasfilm, etc. Il réalise quelques films, dont Inu du futur, un court-métrage réalisé avec Wapikoni Mobile, qui a beaucoup circulé dans beaucoup de nombreux festivals. Et il a des projets donc, du côté de la réalité mixte et aussi il s'intéresse à l'intelligence artificielle. Il est le cofondateur avec Andrea Gonzalez de UU Labo Nomade, qui vise la valorisation, et je cite, la diffusion et la transmission de la culture autochtone par les arts numériques, et qui veut aussi encourager l'inclusion et la persévérance dans le contexte scolaire par des conférences, des ateliers, etc. Donc c'est ça, il travaille en ce moment à un projet de musée virtuel culturel avec le musée McCord, mais là il vient nous parler du travail qu'il fait pour le projet Opéra de Poche. Merci. Une petite chose que je voulais rajouter, excuse-moi Stéphane, c'est que vous pouvez expliquer rapidement comment se déroule votre opéra. Dans le cas de chez Lani, on allume, c'est pour tablette ou téléphone, on allume ça dans sa maison, probablement dans le salon, là il y a un espace assez dégagé, et on a des éléments virtuels qui sont ajoutés à l'espace réel. Certaines expériences commencent par la chanteuse, par exemple, qui apparaît dans le salon, et tout d'un coup, souvent, l'univers virtuel réel disparaît, et c'est un univers virtuel qui peut être infini, et qu'on peut explorer en bougeant la tablette dans notre maison. Et dans le cas de chez Lani, quand l'expérience commence, il y a une maison qui apparaît, c'est une maquette miniature qui a cette hauteur à peu près, et l'histoire se passe dedans, donc on s'approche et on regarde les personnages qui chantent, et qui donc raconte cette histoire, et peu à peu l'eau monte, non seulement dans la maison, mais dans toute notre maison à nous, pour finalement faire... Donc si tu peux résumer un petit peu l'expérience avant de parler de la scénarisation, merci. Quoi tout le monde? Pipan Neptune Chinikahun, Mac Inoonin. Donc, je suis Stéphane Neptune, je suis de la nation Innu, et puis je suis venu présenter notre projet qui s'appelle Nepi Ishpoyo, qui veut dire femme de l'eau. Notre projet, en fait, s'est fait avec une équipe de 4 personnes, 4 membres des Premières Nations différentes. Et puis, ce projet-là, il s'est fait... Le scénario, en fait, s'est fait en dedans de 15 minutes. C'était en lien avec l'eau. L'eau, pour nos nations, c'est super important. Ça fait référence à nos ancêtres, ça fait référence à la vie. On a fait aussi appel à la symbolique du liquide amniotique. Et l'eau, dans notre opéra, c'est comme notre acteur principal. Donc, je vais vous montrer un peu ce que ça a l'air. Donc, on voit ici notre storyboard, moodboard qu'on a fait en lien avec... en lien avec notre opéra. C'est un peu tout croche, mais bon, c'était un peu comme ça, notre opéra. Tout ce qu'on a fait a toujours été de façon organique. Donc, l'histoire de notre opéra, en fait, c'est la transmission intergénérationnelle. Donc, c'est une fille et sa mère qui se transmettent la vie. Donc, on va voir... Est-ce que tu peux passer sur play, s'il te plaît? On voit ici qu'il y a la fille qui est en bas
qui est enceinte. Et puis, ça joue, ouais. OK, ouais, c'est bon, ça joue tout seul. Donc, on a la fille qui est en bas et sa mère qui est en haut qui chante pour elle. Donc, les deux communiquent ensemble et entre ça, on a toujours une sorte de forme d'eau qui se forme alentour de la fille et qui nous amène vers la mère, qui passe au travers d'elle et qui traverse vers la fille. Donc, il y a une transmission qui se fait. C'est très symbolique. Et tout au long de ce voyage-là des ancêtres, qui est sous forme d'eau, ça fait apparaître la vie sur nos plateformes. On a 3 plateformes, et ces plateformes-là sont un peu comme un jeu vidéo à vue isométrique. Moi, je viens d'un background de jeu vidéo. Donc, pour moi, c'était une bonne idée de faire ce genre de vision-là. Puis l'eau, tout au long de notre opéra, nous amène où est-ce qu'on veut que le spectateur regarde. Donc, ça devient comme un indicateur, ça devient comme un guide, en fait. Et puis, ce guide-là nous amène tout au long de l'opéra où est-ce qu'on veut qu'il aille. Puis, ça nous amène à aller en dessous de nos plateformes, puis tout autour. C'est vraiment je dirais un parcours qui est circulaire. Donc, le cercle qui est très important dans nos communautés. Et ce projet-là, il est circulaire et il est lumineux. Donc, nous, au départ, ce qu'on voulait, c'était transmettre des messages qui sont positifs, transmettre nos cultures, transmettre ce qui est important pour nous. Et puis, dans ce cas-ci, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais on s'est rendu compte par après que ce projet-là était très lumineux, très beau. Et on a travaillé beaucoup sur, justement, la musique, ce qu'on voulait y dire aussi, la librettiste, qui est Soleil Launière. Et puis, on a travaillé beaucoup sur les concepts, mais je dirais que tout ça est presque pas scripté, en fait. C'est l'opéra se passe et on amène le spectateur à s'approcher, à voir, à s'approcher, à découvrir par lui-même. Donc, il n'y a pas vraiment de scénario en tant que tel, sauf à quelques moments où la mère qui est sur son bloc descend tranquillement pour aller rejoindre sa fille. Une fois qu'elle rejoint sa fille, l'autre partie, c'est qu'elles s'en vont sur l'autre bloc, elles figent et se transforment en racines. Les racines commencent à aller vers la terre et ça emmène le spectateur à aller en dessous des blocs. Et par la suite, on voit les racines qui poussent et les bourgeons qui poussent. Et là, il y a une explosion de lumière, de fleurs. Donc, c'est un peu la Renaissance. C'est une symbolique qui a rapport avec la Renaissance, avec la vie. Et toutes ces petites lumières-là, par la suite, reviennent au point de départ. Donc, c'est vraiment un cycle circulaire. Est-ce que tu pourrais mettre mon autre vidéo, s'il vous plaît? Prototype? Oui, on peut mettre prototype. Je peux le partir à partir du milieu, environ. Stéphane, c'était ton outil de travail, ce que tu nous montres? Oui, ça c'était Miro. Donc, j'utilise Miro pour pratiquement tout. Donc, on voit ici, c'est un prototype. Peux-tu voir s'il y a du son? Ça se peut qu'il n'y ait pas de son, mais. Ah oui. Ashtam, tes pas seront les miens, suivront le courant. Puisque nous venons de ces eaux brisées du ventre de la mer, forme placentaire, radicelles abreuvées, puisque nous venons de ces eaux, puisées du sang
ça, c'est notre musique. Et ça, c'est où ce qu'on en est rendu pour l'instant. Bon, toujours des problèmes techniques, mais ça reste un démo, un prototype qui est fonctionnel pour l'instant. Et puis, il nous reste à mettre tout ce qui est l'animation de l'eau, à mettre aussi les effets spéciaux. Donc, on a des lumières qui représentent nos ancêtres, qui tournent avec l'eau et qui se promènent tout au long de notre opéra. Et puis c'est ça. La parole à Sylvain. Merci Stéphane. Rappelle-moi l'échelle de ces plateformes. Je sais que ça change dans l'échelle est environ, je dirais comme ça devient comme un petit théâtre en fait. Et puis c'est pour les ça se pose sur le sol devant nous. On est dans la maison. Dans les airs parce qu'il faut aller en dessous. Ok, parfait. Donc, ouais. Merci beaucoup. Alors Sylvain Marotte, c'est donc l'autre créateur qui participe au projet. Il étudie à l'École des Arts Numériques NAD, lui aussi, on connaît bien Benoît et toute l'équipe du Centre NAD. Il dirige les studios d'animation Big Bang FX pendant 5 ans. Il enseigne la scénarisation et le storyboard au niveau collégial. Et à partir de 2000, il réalise ses premiers projets en prise de vue réelle, 360 souvent. Il écrit et réalise plusieurs courts-métrages, plusieurs séries documentaires pour la télévision. Et depuis 2011, il écrit et réalise des récits spatialisés, dont ceux du musée Cosmodome de Laval, 2012, l'expérience Palava à Mumbai, 2013, le P1 Theatre à Edmonton, 2014, le film à 360 La beauté du monde avec Diane Dufresne, 2015, le parcours immersif Statera Expérience, 2017, le film La mémoire des îles, 2018, et le parcours du zoo de Madai à Singapour, 2019, et tout récemment La mer à boire, 2023. Donc il a étudié au Centre NAD, comme je le disais, titulaire d'une maîtrise aussi, faite au Centre NAD, c'est-à-dire à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui est à Montréal, il faut dire ça. Et il est doctorant en ce moment à l'Université de Montréal, sous la direction d'André Gaudreau. Donc je te laisse la parole. Bonjour. Je vais faire bref. Rapidement, j'ai commencé à graver en 81. C'était mon travail quotidien. Alors, j'ai travaillé avec les ordinateurs pas mal ceux de l'époque et j'ai suivi le développement technologique. J'ai fait de l'animation 3D et ma base aussi étant le dessin, j'ai fait beaucoup de storyboard. Pour toutes sortes de projets, que ce soit des animations, des effets visuels ou même des films. Et par la suite, j'ai dérivé vers la photographie. Je dois vous dire, je suis un écorché, moi, de la vie. Alors, je suis en train de me réconcilier avec mon passé. Et voilà, donc ça paraît dans mon travail. Le sacré et le profane. Et voilà, c'est toujours des choses assez dures. Et voilà, mon premier contact avec l'art, c'est ça. Donc à 19 ans, pour la première fois, je rentrais dans un musée et je voyais ça. Et je suis resté vraiment accroché là. J'ai écrit mes commentaires sur ce travail-là, mes impressions. Et ça me suit, cette image me suit depuis je ne sais plus quelle année, là. Donc ça fait très longtemps. Si je quitte ça... Attends un peu. Azerty, là, moi je suis perdu là-dedans. OK. Ouais, l'opéra. Donc, jusqu'au prochain printemps, en fait, ce que ça se trouve à être, c'est un des 5 opéras qui sont menés dans le cadre de la chaire de recherche en musique. J'ai été approché par André pour faire ce projet-là. Moi, j'ai refusé de faire des projets qui n'étaient pas de la prise de vue réelle. Je ne voulais pas faire rien d'autre que ça. Mais quand j'ai parlé avec Olivier, qui menait ce projet, il m'a dit non, c'est de la prise de vue réelle. J'ai dit ah oui, c'est parfait. Sauf que c'est de la vidéogrammétrie, donc c'est une technologie que moi je connaissais très peu. Et là, je me dis ah wow, c'est super, je vais essayer ça, ce truc, mais c'est très complexe, c'est très capricieux aussi comme technologie. Et donc, nos opéras sont faits en réalité augmentée. Moi, je travaille avec une librettiste qui a écrit le texte. Donc, pour une des premières fois, c'est pas moi qui ai écrit le scénario. En fond, c'est une librettiste qui est Tina-Ève Provost. Et évidemment, je viens pas du milieu de la musique. Donc, j'ai travaillé avec une compositrice, Snejana Nesic, qui est en Allemagne, mais qui est venue nous visiter plusieurs fois. Et vraiment, c'est un trio d'enfer. C'est merveilleux. On trippe vraiment. Et moi, je suis en pleine
période de découverte avec ce projet. Dans le sens que je connaissais très peu l'opéra. En fait, je connaissais l'opéra comme public, mais pas comme artiste. Et donc, je me suis mis à découvrir ça, à découvrir le milieu de la musique. Et étrangement, depuis 2021, là, le début de ce projet, je fais beaucoup de projets mêlés à la musique aujourd'hui. Donc, j'ai fait la dernière saison de la Société de musique contemporaine. J'ai fait les éléments de scéno en vidéo audio réactive sur Touch Designer. Rapidement, ça c'est le premier prototype. D'abord, on avait un thème. Chaque équipe avait un thème qui était le thème du fleuve et il fallait avancer avec ce thème-là. Et moi, je me suis dit, bon, je vais me servir de l'eau comme une espèce d'élément de transition entre le réel et le virtuel. Et donc, pour moi, l'élément d'eau, c'était très, très important qu'éventuellement le personnage se trouve sous l'eau et ressorte. Donc, c'est quelque chose de très lyrique pour moi, l'opéra. Je suis rempli de clichés, je combats ça sans arrêt et je suis plein d'a priori et puis je suis toujours en train de combattre ça. Et Olivier en est témoin depuis le début qu'on travaille ensemble. Alors, c'est un réel combat. Et aussi, le milieu académique, pour moi, c'est quelque chose qui est un peu difficile parce que je viens de la production, je viens de la création et donc je dois évidemment arrondir les coins de ma personnalité. Alors, voilà. Donc, c'était la première version. On voit ici le tournage. Ça, c'est le tournage au centre et le résultat en vidéogrammétrie, c'est vraiment pour moi qui, au niveau esthétique, j'essaie de travailler mes images. J'étais extrêmement déçu. Ceci dit, ça m'a forcé à aller vers l'essentiel qui était la dimension émotionnelle de l'expérience. Et je pense que l'émotion passe dans cette version. Ça, c'est la version 1. Là, je vais vous skip la scène de vidéogrammétrie. Donc, je suis plein de questions. Donc, c'est quoi le projet de vidéogrammétrie? Il n'y a plus de proscénium, il n'y a plus de coulisses, il n'y a plus de quatrième mur. On est à mi-chemin entre la scène et le cinéma. Donc, il faut travailler avec les contraintes de la vidéogrammétrie, comme je vous expliquais. L'aire de jeu est réduite à 9 mètres, puis j'exagère un peu même en disant 9 mètres parce que c'est même un peu plus petit. Identifier ce qui appartient au réel, ce qui appartient au virtuel, puis il n'y a pas de contact ou très peu avec les objets entre les personnages. Donc, on ne sait pas comment appeler ça encore. C'est nouveau. C'est un mélange de genres. Puis, étrangement, ça entre tout à fait dans ma manière de travailler, donc mélange de profane et de sacré. Ça, c'est le genre d'esthétique que je fais habituellement. Des projets, je vous épargne toute l'histoire. Jusqu'au prochain printemps, la version 2.0. Donc, on a été approché pour une deuxième année pour faire le projet. Donc, j'ai voulu insister sur la question de l'effroi, le problème de l'effroi, en fonction du texte du livret. Et donc, c'est une passion amoureuse, donc c'est quelque chose c'est vraiment intense entre deux personnages. Et quand j'ai parlé avec la librettiste, j'ai dit « J'espère que tu n'écris pas des histoires de déchirement de couple. » Elle dit « Je ne fais que ça. » Alors, j'ai dit « Bon, ben parfait, on va bien s'entendre. » Et alors, voilà, c'est là-dessus que je travaille. Mélange de grotesque et de tendre. Et ce que je voulais, c'est que les voix écrites par la librettiste soient en réalité les monologues intérieurs des personnes qui s'affrontent, comme si ce qui se disait en vrai, c'est ce que les gens pensent et qu'ils n'osent jamais dire. Et étant donné qu'on a des difficultés avec les déplacements d'objets et de prise d'objets, je me suis dit, ben tiens, on va aller avec la télékinésie. Et voilà, donc j'ai dit, on va lancer des objets, ils vont se lancer carrément des objets, mais par des pouvoirs télékinésiques. Alors, et je ne vais pas chercher très loin, et c'est dans les films de Marvel actuellement, mais bon, voilà, c'était l'exemple visuel que je pouvais trouver. J'ai dit, bon, allons chercher ça, c'est très clair, on ne tourne pas autour du pot, c'est ça qui va se passer. C'est des personnages qui se lancent des objets, tout simplement, qui ont des pouvoirs et qui sont capables, avec très peu de mouvement, de dégager énormément de puissance. Voilà, donc les personnages se lèvent de terre, etc. Donc, dans l'esthétique, j'ai voulu que ça soit baroque, un côté un petit peu décadent, je dirais. J'ai été influencé par les années 80, c'est mon époque, je m'en excuse, mais voilà, c'est ça, Klaus Nomi, Nina Hagen, mais aussi le ballet Bauhaus pour la construction des costumes. Donc, j'ai approché une costumière qui s'est inspirée à partir des images que je lui avais fournies.
Et voilà. Et donc, on arrive à des dessins, là, finalement, qui sont un peu plus concrets, qui est la position et le genre d'action qui va se passer dans l'opéra. Et voilà. Quelques questions là-dessus, ou si vous avez besoin d'éclaircissement aussi, surtout ce beau travail. Moi, j'ai un commentaire. Oui. L'opéra, c'est l'art total. Oui. Ben, c'est un bel exemple de l'art total. Ouais. C'est plus que total, en fait. Ça prend tellement de champs d'expertise. Oui, oui. C'est un défi, je dirais, c'est un défi de travailler en co-création pour moi, qui est habitué de travailler sur mon texte, puis de prendre mon texte, puis après ça, de faire une mise en scène, et puis même, dans certains cas, superviser le montage. Et je suis là du début à la fin d'un projet, dans le fond. Et là, tout d'un coup, oups, je suis obligé d'ouvrir, et ça a été très difficile pour moi. J'y arrive, là, mais c'est très difficile. Michel, Annie, qu'est-ce que tu... Oui. Ben non, mais aussi, c'est ça, souvent, il y a des frontières disciplinaires très, très précises, puis c'est pas toujours facile de les défaire. Puis je pense même par moment, moi, j'arrivais avec une vision qui est justement plus des arts visuels, puis la réalisation, puis avec une approche qui est très interdisciplinaire. Puis par moment, j'avais l'impression d'être confrontée à une certaine rigidité disciplinaire, alors que le défi était de travailler dans un projet qui finalement dépasse la tradition opératique. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, il y avait un défi. Pour ma part, ça s'est très, très bien passé parce qu'on avait une dynamique de collaboration avec beaucoup d'ouverture. Mais je pense qu'une des clés de ça, c'est qu'on a fait beaucoup de rencontres en personne, autour de repas, bref, des façons de créer du lien, en fait, puis de pouvoir déconstruire finalement certaines choses. Je peux rajouter quelque chose. Le défi, c'est que d'habitude à l'opéra, mais c'est la même chose en cinéma, il y a le livret. Le livret passe chez le compositeur, il compose seul, il dialogue un petit peu avec le librettiste. Ensuite, tout ça s'en va chez un metteur en scène, qui là se met à faire son affaire, avec très peu de collaboration avec le librettiste, tout ça. Mais là, on a essayé d'inventer autre chose, parce que quand on fait de l'opéra, on sait qu'on s'en va sur la grande scène. Mais là, personne ne connaissait la scène sur laquelle on allait se trouver. Donc, il a fallu intégrer les hypothèses technologiques en amont. Et que le librettiste commence à raconter son histoire ou à écrire ses mots en fonction d'une expérience de réalité. Et donc, tout le monde a été forcé. Mais il y a eu des frictions. Il y a eu même des équipes qui se sont dissoutes, si on peut dire. Et toi, ton expérience? Nous, c'était le contraire. Donc, on était vraiment une équipe unie, puis tout le monde se faisait vraiment confiance, puis ça nous a emmené aussi à sortir de notre zone de confort. Moi, particulièrement, j'ai dû aller voir une chorégraphe, puis apprendre les chorégraphies, puis de voir qu'est-ce qu'on pouvait amener comme mouvement. J'avais jamais fait ça. Tout comme le monde de l'opéra, je connaissais pas ça, je connais pas beaucoup ça, mais je trouvais que c'était une belle vitrine pour valoriser les cultures autochtones. Donc c'est pour ça que j'ai embarqué dans cette expérience-là. Mais j'ai appris énormément, puis j'apprends encore, puis j'ai vraiment hâte de pouvoir montrer le résultat. Donc ça va être fini à l'automne. Il y a une question. Je voulais juste... Pardon, oui. Excusez-moi. D'abord, bravo pour vos présentations. C'est très, très intéressant. Moi aussi, le milieu de l'opéra, j'y connais presque rien. Mais en regardant tout ça, j'ai une question très de base, mais la transmission des émotions. J'ai pas de question, mais en fait, comment c'est quoi votre approche par rapport à ça? Parce que je regarde la photogrammétrie, puis je me dis, wow, OK, comment faire un gros plan là-dessus? Comment vous comptez traduire l'émotion? C'est une excellente question. Moi, c'est ça qui me motive, en fait, sur le projet. C'est vraiment d'être capable de vivre des émotions. Et donc, dans ma recherche aussi, j'essaie de réfléchir à la question de l'espace et à tout ce qui nous amène à vivre les émotions, c'est-à-dire tous les moyens du récit, tous les moyens qui sont mis à notre disponibilité pour écrire, pour créer une œuvre, mais aussi
qui permet au public de vivre cette expérience-là. Et au fil du temps, je m'aperçois que ça tient à très peu de choses, bien souvent. Il y a un phénomène que moi j'appelle pour l'instant la néantisation, là. Donc, plus tu t'approches d'une charge émotionnelle forte, plus ce qui sert à l'amener, cette charge, tend à se néantiser. Donc, plus on s'approche par exemple, d'une émotion comme la mort, la mort, c'est pas une émotion, mais mettons la joie ou la tristesse. Eh bien, quand on vit cette émotion, c'est ça, tout ce qui a servi à la faire, à l'amener, a tendance à disparaître. Donc, dans le cas de la vidéogrammétrie, c'est très possible à ce moment-là de vivre cette émotion et de faire abstraction de ce qui a servi à l'amener. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille à l'opéra, c'est-à-dire il y a la musique qui occupe une place centrale. Oui, chez Annie. Ben justement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a aussi tout le pouvoir de la musique, puis du récit qui est communiqué à travers cette musique-là. Puis là, je ne pourrais pas aller dans le détail technique, mais donc le son est aussi spatialisé dans l'œuvre. Donc, physiquement, je pense qu'on peut vivre aussi ce son-là puis l'espace. Moi aussi, je trouvais que c'était un beau défi, là, la capture volumétrique, pour avoir une connexion, parce qu'il y a beaucoup de glitches. Puis, dans notre cas, on a vraiment décidé d'embrasser les glitches. Pour moi, c'est souvent quelque chose qui, finalement, ajoute une certaine froideur dans mes expériences d'œuvres technologiques, quand il y a beaucoup de glitches. Puis là, donc, c'est pour ça que nous, au lieu d'aller vers une esthétique hyper réaliste, on a choisi d'aller dans quelque chose d'un peu plus abstrait. Puis je pense que de cette abstraction-là, on laisse une place à l'imaginaire qui génère finalement un peu plus d'émotion. Pour nous, en fait, on s'est rendu compte que l'émotion venait dans une sorte de crescendo. Donc, on a la mère et la fille qui partent à la rencontre, à leur rencontre, en fait, et tout ça est guidé par les ancêtres, par l'eau. Donc, une sorte de crescendo qui amène les deux chanteuses à s'approcher, à chanter ensemble, puis à se tenir dans leurs bras. Et tout ça, à la fin, se transforme justement en une sorte d'enracinement puis d'éclosion. Donc, ça devient notre crescendo, l'éclosion de la nouvelle génération des Lumières, la nouvelle génération, en fait. Donc, tout ça est une sorte de crescendo qui s'est fait naturellement. Mais c'est sûr que c'est un défi, la technologie, parce que ça peut être contradictoire avec l'émotion. Oui, Viva. Oui, alors j'avais vu une itération l'année dernière au colloque Réinventer la scène et c'était déjà magnifique, donc merci, je vous suis avec passion, j'ai plein de questions. Alors déjà, j'aimerais savoir comment c'est sorti, si c'est déjà un peu sorti, si déjà des éléments sont allés chez quelqu'un qui ne soit pas votre collaborateur immédiat, donc si cette opéra de poche a fait des tests dans quelques poches, ça j'aimerais savoir. Une autre chose comme ça, je vous dis pas tout ce que j'aimerais savoir, mais quelque chose. À l'origine, est-ce que les opéras filmés, en particulier, Olivier, ont été un point de repère pour toi intéressant, ou les comédies musicales? Voilà. Sur quoi tu as travaillé? J'aimerais un peu savoir si cette origine de la médiation par le cinéma de la musique, qui a depuis toujours le trope du cercle et de la sphère autour des performeurs, soit un chant qu'un ballet, était un peu un horizon, et ou l'autre chose qui n'a pas de sphère, qui est celle de l'opéra filmé, quand même dans les salles cinématographiques désormais très accessibles, mais qui a quand même une longue histoire, hein, depuis les années 1980, le filmage télévisuel d'opéra par des grands réalisateurs comme Frédéric Mitterrand est aussi un genre spécifique. Donc je voulais savoir si dans les origines du projet, donc un peu les origines en cinéphilie, et puis chez qui la poche a été remplie par l'opéra. Donc ce qui va se passer avec les opéras bientôt, donc tu peux... En fait, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est tout frais. Ça a sorti hier. Donc on travaille encore dessus jusqu'à l'automne. Et puis, pour faire notre opéra, en fait, on s'est aucunement référé à l'opéra traditionnel. On a fait selon ce qu'on pensait, ce que c'était un opéra, pour nous, en tout cas. Donc on n'avait pas d'idées préconçues ou biaisées par rapport à ce qu'on faisait. On l'a fait
selon ce qu'on pensait. Puis il faut dire que dans le cas de cette équipe, la compositrice ne venait pas du milieu de la musique, disons, classique ou contemporaine. Elle venait d'une musique populaire, avec tous ces défis. Oui, tu voulais rajouter quelque chose avant J'allais juste ajouter que nous, moi, venant justement pas du milieu de l'opéra, dans notre équipe, on est allé voir des opéras traditionnels ensemble pour se nourrir quand même de cet univers-là, parce que tout ce qui est des expériences en réalité virtuelle ou de films, j'en consomme énormément. Puis aussi, en parallèle, j'ai une pratique de ce que j'appelle la ciné-danse. Donc, je m'intéresse beaucoup à ce mariage-là entre images, puis une discipline qui vient finalement d'un art scénique, là. Puis donc, comment travailler le mouvement pour l'image et pas... Puis s'éloigner aussi justement de cet aspect-là d'une captation finalement d'un spectacle pour créer vraiment une œuvre qui se tient autonome. Juste rajouter pour la question de l'espace. Tu sais, moi j'ai fait pas mal de trucs à 360 degrés, mais qui étaient autour de moi. C'est-à-dire que c'était... Centrifuge. Centrifuge, plutôt que centripète. Dans ce cas-ci, centripète. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes autour de l'œuvre finalement et qui pouvons nous approcher. Mais il y a les deux, parce que parfois le décor est à l'extérieur et on peut circuler, avancer. Donc c'est les deux cas, mais il fallait penser autrement. Et ce qu'on abandonne par rapport au théâtre, c'est qu'il n'y a pas de frontalité. Et par rapport au cinéma, c'est que le point de vue est déterminé par l'usager et non pas par le réalisateur, réalisatrice et tout ça. Donc c'est une autre manière de penser, complètement même chose pour les sons. Et ça reste, si je peux me permettre, ça reste quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que c'est un objet temporel qu'on visite comme public et donc on a une forme d'interactivité, c'est-à-dire une liberté de regard, une liberté dans l'espace, mais on ne peut pas comme tel intervenir sur l'action. Peut-être qu'éventuellement ce sera possible avec l'intelligence artificielle, justement. Monsieur, oui. Oui, mais ça allait un peu dans ce sens-là également ma question. On écrit souvent en fonction d'un médium. Si le médium a ses spécifications, ses caractéristiques, d'ouvrir une fenêtre sur un autre monde qui mélange le virtuel avec le réel, il y a la notion d'échelle, il y a toute la notion aussi où l'utilisateur, le spectateur, va déterminer le point de vue sur la scène. Donc, il y a une certaine part d'interaction du spectateur avec l'œuvre dans laquelle il peut déambuler, avoir différents points de vue. Donc, comment ces caractéristiques-là, propres au médium de la réalité augmentée, a influencé votre écriture, a été déterminante dans la scénarisation? Je peux en parler. Mais d'abord, comme je disais tantôt, c'est une librettiste qui a écrit le texte. Donc, on devait partir de ce texte et partir de la musique. Donc, c'est vraiment les mots et la musique qui ont été la base de réflexion. Et à partir de là, il fallait définir un espace et des actions en fonction de ce qui était dit. Et là, évidemment, il y a une certaine liberté pour moi au niveau de la création. C'est ça que j'ai apprécié du projet. Et donc, comment on s'est servi des limites de la vidéogrammétrie, entre autres, et de la diffusion dans un casque, pas dans un casque, pardon, dans ce cas-ci, c'est une tablette. On est en train justement de découvrir ces limites. On ne les connaît pas tout à fait, et puis on sait très bien que la vidéogrammétrie, c'est extrêmement lourd parce que c'est de la capture sur 10 caméras. Dans ce cas-ci, je crois que c'était 9 caméras à 30 images par seconde, qui est ensuite recombiné pour fabriquer un modèle en 3D. Et ça se fait en temps réel aussi à partir de Unity. Donc, ça demande énormément de calcul et on voit les limites, on les voit, là, c'est très clair. Et donc, il fallait, dans nos choix de traitement, aller avec ces limites. On a été en mesure de les évaluer au projet précédent. Et donc, ça fait que, et on avait aussi un directeur technique qui nous disait, t'es peut-être mieux d'y aller avec un seul personnage dans l'espace de capture si tu veux avoir une meilleure qualité. Et donc, il y a des compromis au niveau de l'interaction à ce moment-là parce que tu dois filmer tes deux personnages séparément. Donc, c'est des compromis constamment, mais c'est un des plaisirs aussi, c'est d'être toujours sur la ligne du possible, dans le fond. Tu veux ajouter pour conclure, si vous voulez
Oui, c'est ça. Moi, j'étais habituée avec la réalité virtuelle où tu as vraiment un environnement qui est englobant. Puis donc, dans notre préoccupation, il y avait dès le départ cette idée de comment on s'intègre dans l'espace du spectateur, puis qu'on travaille ce mariage-là entre l'espace réel puis l'espace qui se crée, puis que ça soit un mariage heureux et harmonieux. Puis nous, on a décidé d'opter pour l'univers d'une maquette justement pour ça, parce qu'elle permet en fait de se rapprocher très, très proche, de faire le tour de tout cet univers-là, considérant aussi que ça va être souvent regardé peut-être plus avec un téléphone qu'une tablette, donc il y a un écran assez réduit aussi. Donc, on avait l'impression qu'on rentrait dans quelque chose de plus intime là, en travaillant l'espace de la maquette. Puis que ça nous permettait aussi d'avoir une correspondance qui permet de garder l'univers finalement du spectateur, son concret, je veux dire, réel, de manière plus harmonieuse. Pour nous, on n'a pas fait de compromis. En fait, on voulait que ce soit minimaliste. Donc, on voulait miser sur les chanteuses et sur le mouvement de l'eau. Donc, une fois que l'eau passe au-dessus d'un bloc, il fait apparaître la nature, fait apparaître la vie. Donc, c'est juste ça qu'on veut. On veut focusser sur la symbolique de la vie et du passage de l'eau qui nous amène autour de notre structure. Mais au-delà de là, on n'a pas voulu miser sur des props ou sur des objets. On mise vraiment sur les chanteuses et sur notre acteur principal, les ancêtres. Alors là, ils en sont l'étape, tout a été capté, tous les éléments sont là, ils sont en train de finir la modélisation 3D des éléments de décor et des effets visuels, et on est à l'étape de l'intégration, donc c'est là-dessus qu'ils vont travailler tout l'été. Donc rendez-vous à l'automne. Merci de votre patience.